Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 4e épisode de notre série qu'on a intitulé Comprendre la sicilienne. Dans les vidéos précédentes, on s'est essentiellement interrogé sur la façon dont les Noirs doivent jouer la défense sicilienne. Et avec cette vidéo, aujourd'hui, on commence à s'interroger sur la façon dont les Blancs doivent jouer dans la sicilienne, comment affronter la défense sicilienne. Alors, on va commencer par affronter la structure de pion qu'on appelle Boleslavski. Ce sont les structures de pion dans lesquelles les Noirs ont un pion en D6 et un pion en E5. Alors Romu, est-ce que tu peux nous dire dans quelle variante de la sicilienne on peut trouver cette structure ? Donc oui, la structure Boleslavski, donc caractérisée par les pions D6 et E5, donc peut arriver par déjà la Sveshnikov ou la Kalachnikov qui est sa cousine, donc c'est E4, E5, KIF3, KIC6, D4, pion prend, cavalier prend, donc la Kalachnikov commence par E5 ici, et après le coup cavalier B5, D6, on voit bien la structure D6, E5 apparaître, avec la case D5 affaiblie. La Sveshnikov, c'est cavalier F6, cavalier C3 et E5 seulement maintenant, mais la structure reste la même avec D6, E5. On peut l'obtenir aussi dans la Najdorf, bien évidemment, donc D6, D4, prise, prise, KF6, KIC3, A6. Là, les Blancs ont bien évidemment beaucoup de coups, mais par exemple, dans la ligne avec fou E2, les Noirs peuvent jouer E5 et après KIB3 ou cavalier F3, donc KIB3, on voit la structure qui nous intéresse apparaître. Également dans la ligne avec fou C4, donc ça peut peut-être... Fou C4, E6. Ça peut paraître surprenant parce que justement sur fou C4, le coup normal est E6, puisque E5 directement serait quand même affaiblirait très gravement la case D5, alors que les Blancs viennent de placer le fou en C4 sur cette diagonale et en contrôlant la case D5. Ouais, donc après E6, cavalier F5, et là on sent que les cases blanches sont trop affaiblies. Mais donc le coup normal sur fou C4 c'est E6, mais les Blancs jouent en général fou B3, B5, disons petit roc, fou B7, et dans cette variante, souvent les Blancs utilisent le pion F avec le coup F4 pour suivre avec F5 et forcer quasiment l'avancée du pion noir en E5 et donc du coup obtenir la structure de pion D6, E5, Boleslavski. Ouais, donc par exemple KIC6. Voilà, dans l'une des parties qu'on va regarder de Fischer, la partie continue comme ça, cavalier C6, prise C6, prise C6, F5 et E5, et on est dans notre structure de pion. Oui, c'est une position qui a été jouée des centaines, voire des milliers de fois par des forts joueurs. Et la dernière chose à laquelle on peut penser... sicilienne classique, aussi, donc c'est cavalier C6 au lieu de A6. Là, par exemple, fou E2 qui est un coup normal, et les Noirs peuvent répondre par E5, et toujours en obtenant la structure de pion qui nous intéresse dans cette vidéo. Ok, alors justement, si on se sert un petit peu de cette position-là pour décrire déjà au premier coup d'œil ce qui va se passer, les Noirs vont avoir un pion arriéré en D6, mais ce qui intéresse surtout les Blancs, c'est la case sur D5, qui peut être vraiment la case centrale de la partie, c'est le cas de le dire. En tout cas, tout le jeu peut tourner autour de cette case-là. On en a parlé déjà dans les vidéos du point de vue des Noirs, mais on va voir ici, lorsque ce sont les Blancs qui gagnent ce combat pour la case D5, on va voir quelles sont les façons de gagner la case, mais aussi d'exploiter cette victoire de la case D5. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a gagné la case D5 ? Alors, on va commencer avec des exemples très classiques. Oui, il n'y a rien de nouveau. Ce sont des exemples que je pense peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà rencontrés parce que sont dans pas mal d'ouvrages, pas mal de livres, même pas mal de vidéos aussi. Mais justement, si ce sont des classiques, c'est que c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont intéressants et qu'il faut les connaître. Donc c'est une partie Smyslov-Rudakovsky, jouée en 1945, donc ça date pas d'hier. Ok, alors regardons les premiers coups. Ouais, on va aller assez vite sur l'ouverture parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc ça commence par une sicilienne, ce qu'on appelle Schevening, donc caractérisée par les coups D6 et E6.
Donc on a bien Smyslov compris joue, que pour l'instant on n'a pas notre structure Boleslavski avec le pion en E5, mais ça va arriver. Donc Ouais. fou E2, fou E7. Fou 2, fou 7, ouais, roc, fou 3, bon, développement assez traditionnel, KIC6, F4, comme souvent dans la sicilienne, le pion F arrive, surtout avec les variantes avec petit roc. Dame C7. Donc Dame C7 qui est destiné à contrôler E5, on l'a beaucoup vu dans les vidéos côté noir. Dame E1 qui est l'un des intérêts du coup F4, la dame peut passer par cette diagonale là. Et Rudakovsky fait ce qu'on a conseillé, ce qu'on a vu dans nos vidéos côté noir, c'est-à-dire lutter pour la case E5 en échangeant en D4, suivi du coup E5. C'est une méthode intéressante pour lutter pour le centre, notamment pour éviter que les blancs n'aient trop d'espace. Oui, c'était l'idée de Dame C7 d'ailleurs. Et après fou E3, là le coup normal est de prendre en F4 justement et de tenir une structure de pion vraiment typique de la sicilienne, où le pion D6 fait face au pion E4. Donc les deux pions peuvent être des faiblesses potentielles dans chaque camp. Et après, le fou noir va se développer en E6, avec un jeu assez facile, assez normal. Le fou peut se réactiver par F6, le fou E7 par F6. Et on possède la case E5. Les blancs ont la case D5, les noirs ont la case E5. Et voilà, chacun a, gros combat en avantage et inconvénient. Voilà, c'est une position où tout reste à faire. En 1945, on ne savait pas encore tout ça. Et donc Rudakovsky fait l'erreur, au lieu de prendre sur F4 comme il aurait dû, il fait l'erreur de jouer fou E6. Et on arrive justement à notre première idée qui est comment faire pour gagner le combat de la case D5 avec les blancs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, donc en fait il a oublié de prendre en F4, du coup Smyslov en profite et joue le coup F5. Alors quelle est l'idée d'F5 ? Bien évidemment attaquer le fou. Et ce fou a deux choix, soit reculer, ce qui n'est pas vraiment attractif, et en plus ça relâcherait le contrôle de la case D5, ou, comme dans la partie, jouer fou C4. Bon, fou C4 c'est pire que fou D7, il aurait mieux valu admettre son erreur et jouer fou D7, parce qu'après le fou aurait la possibilité de se replacer en C6 et de contrôler à nouveau la case D5. Mais Rudakovsky a choisi un coup un peu douteux au niveau positionnel, puisque avec fou C4, il échange les fous de case blanche, alors que la case D5, qui elle-même est blanche, vient d'être affaiblie. Donc il échange un des défenseurs potentiels de cette case. Donc c'est assez bizarre, même mauvais de sa part de procéder à cet échange. Oui, normalement, ce sont les blancs qui cherchent cet échange. Puisqu'on souhaite attaquer une case forte, deux cases blanches, avec les blancs, notre objectif premier serait, je ne sais pas si ce serait le premier, mais un de nos premiers objectifs, en tout cas, serait d'échanger le fou qui défend cette case, qui défend cette couleur en général. Donc là, ce sont les noirs gentiment qui font le travail à notre place. On verra dans d'autres exemples qu'habituellement, ce sont les blancs qui provoquent l'échange du fou de case blanche. En tout cas, première chose qu'on retient, pour exploiter la case D5, on doit chercher, en règle générale, l'échange des fous de case blanche. Donc évidemment, Smyslov ne s'est pas fait prier. Prise C4, prise C4, et là on arrive au deuxième grand point. Oui. En fait, on voit que le déséquilibre dans la position porte évidemment sur la structure de pion, on vient de le dire, et la case D5. Donc les blancs, pour prendre l'avantage, doivent essayer de prendre possession de cette case. Donc il faut essayer d'échanger les défenseurs de la case D5. Donc le fou de case blanche, on vient de le voir, il a disparu. Il reste le cavalier F6. Donc sans grand suspense, fou G5 est le coup parfait pour cela, puisqu'on va échanger donc notre fou de case noire qui ne sert à rien pour contrôler la case D5, et en tout cas directement, et l'échanger contre le cavalier F6 qui lui-même contrôle la case. Et ensuite on aura le bon rapport matériel idéal pour exploiter une mauvaise structure de pion, le bon cavalier en D5, et le bon tandem même, puisqu'on a la dame, pour faire référence à des vidéos qu'on a tournées sur ce thème. Et donc les blancs vont obtenir le bon rapport matériel pour exploiter la case D5. Alors normalement, dans ce type de position, ce que devraient souhaiter les noirs, ce serait l'échange des fous de case noire. Donc on aurait aimé pouvoir jouer par exemple cavalier G8, alors évidemment c'est pas possible, mais jouer cavalier G8, proposer l'échange des fous de case noire,
et ainsi, avec les noirs, rester avec une pièce capable de contrôler la case D5. Peut-être que les blancs auraient quand même été mieux, mais le combat aurait continué. Alors que dans la position qui nous intéresse, les noirs ne peuvent pas refuser l'échange de leur cavalier F6, donc c'est ce qui s'est passé, tour E8. Bien entendu, Smyslov n'attend pas un coup de plus, parce que les noirs désormais ont défendu le fou, et ça permettrait d'enlever le cavalier et d'obtenir l'échange dont je viens de parler. Donc, la deuxième méthode, première méthode c'était échanger le fou de case blanche, la deuxième méthode c'est d'échanger les cavaliers susceptibles de défendre la case F6. Bon là il n'y en a qu'un, donc échanger le cavalier. Et suite à prise F6, maintenant le combat est gagné et on va pouvoir s'intéresser à la deuxième chose qui nous intéresse. Après avoir gagné le combat pour la case D5, qu'est-ce qu'on en fait de cette case D5 ? Donc déjà, on commence par s'y installer. Ça, je pense que tout le monde avait compris. Oui, donc une première partie de la mission réalisée. Okay. On a installé le cavalier sur D5. Donc en plus, on peut imaginer quand même que ici, la menace, en tout cas une des idées peut être de faire cavalier prend F6. Donc on serait dans un cas très exceptionnel où on pourrait échanger le cavalier contre le fou, mais en échange, on abîmerait gravement le roc des noirs et on voit la dame qui peut débouler en H4, la tour en F3 et ainsi de suite, et le roi se retrouverait très très mal. Donc les noirs ne peuvent pas tolérer ça. Dans la partie, il a joué fou D8. On pourrait aussi s'interroger sur dame prend C2, mais après un coup comme tour F2, protège c'est B2. dur de donner un bon conseil. Ouais, il va y avoir une fourchette surtout qui va arriver en C7. Au minimum, il va y avoir cette fourchette-là, on va dire, puisque si la dame quitte la colonne C, on a tout de suite la fourchette. Si elle recule, disons en C5, on a tour C1 qui va... et ensuite une fourchette en C7. Il y a peut-être mieux que ça, mais déjà, on peut gagner du matériel. Ouais. Donc le pion C2 est à bout. Rudakovsky n'a pas eu envie de se faire casser le roc. Il a choisi de jouer fou D8. Ouais. Et maintenant, le petit coup tranquille, C3. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre avantage est désormais de nature très statique, c'est-à-dire qu'on a l'avantage jusqu'à la fin de la partie. Si on ne marche pas sur une peau de banane, tout va bien se passer pour les blancs. Simplement, ne pas se presser parce que, de toute façon, notre avantage est très sûr. Personne ne peut déloger le cavalier D5. Donc le coup C3 est destiné à éviter le contre-jeu que vous connaissez depuis nos vidéos précédentes, le contre-jeu sur la colonne C, et on joint l'utile à l'agréable, on va dire, avec C3, puisque en postant nos pions, notre structure sur case noire, on limite un petit peu les actions possibles de ce fou D8, même si on a du mal à imaginer ce qu'il aurait pu faire. Donc C3, il améliore calmement sa position, B3 pour chasser la dame, qui avait une certaine petite pression qui se mettait sur E4, dame C5 échec, roi H1, tour C8, et ici Romu, une fois qu'on a obtenu ce fameux avantage du cavalier en D5, on a dit qu'on ne devait pas se presser, mais on pourrait se dire, ok, mon cavalier est magnifique en D5, mais est-ce que c'est pas un peu un cavalier décoratif, quoi, parce que finalement il n'attaque rien. Donc que nous donne réellement comme avantage ce cavalier dominateur en D5 ? Le cavalier en D5 est indélogeable, on l'a dit, et il permet de regarder l'aile dame et l'aile roi en même temps. Donc il est quand même extrêmement puissant, il contrôle énormément de cases. Comme je l'ai dit, il est indélogeable, donc c'est quand même appréciable. Donc chaque fois que l'on gagne le contrôle de la case D5 et qu'on installe notamment donc un cavalier dessus, ensuite la décision passe forcément par les ailes. On comprend bien que sur la colonne D, on ne peut pas faire quoi que ce soit, puisque justement le cavalier est en D5, donc bouche cette colonne, et donc on ne peut pas faire grand-chose avec les pièces lourdes. Donc maintenant qu'on a un avantage stable au centre, on peut se concentrer sur le jeu, sur les ailes. Et ici, dans cette position précise, c'est naturel de regarder plutôt le côté de l'aile roi, puisqu'on a déjà pris de l'espace avec le pion en F5, notamment, qui s'est avancé. La dame en E1 est prête à aller aussi sur l'aile roi, la tour en F1 également en passant par la troisième rangée, par la case F3. Donc naturellement, les blancs vont maintenant essayer de forcer la décision sur l'aile roi. Donc dans la partie, il a joué tour F3, il était déjà possible de faire le coup F6,
qui éventre un peu le roc noir. Il a préféré faire tour F3. Bon, l'important, c'est surtout l'idée. Encore une fois, on ne cherche pas forcément la vérité et trouver le meilleur coup dans chaque position, mais d'essayer de vous sensibiliser aux différentes techniques utilisées par ces forts joueurs pour réaliser l'avantage d'avoir le cavalier en D5. Donc après tour F3, les Noirs ont joué roi H8. S'il avait joué F6 pour empêcher à tout jamais F6, le problème c'est que le fou en D8 est vraiment très moche. Et les blancs vont pouvoir tranquillement attaquer sur l'aile roi. Oui, c'est ça, ça n'aurait pas totalement éteint les perspectives d'attaque. Hein. On peut penser à tour H3, dame H4. Voilà, ouais. F6 de toute façon c'est une concession. Alors c'est toujours pareil, quand on a, passez-moi l'expression, une poubelle, comme là c'est le cas avec les noirs, si on laisse faire F6 on va se faire critiquer, si on joue F6 nous-mêmes on va se faire critiquer. C'est bien la preuve qu'il n'y a de toute façon pas de... Il n'y a pas de solution. Voilà, on a une position trop difficile, ouais, bien sûr. Trop problématique. Donc Rodakowski a choisi roi H8, et maintenant donc, Smyslov concrétise son avantage obtenu au centre par une attaque sur l'aile roi avec le coup F6 dont tu nous avais parlé. Donc il aurait pu choisir de supprimer le fou et le cavalier surtout, mais on sent bien ici que le roi est quand même dans de sales draps, on va dire. Oui, bon, la tour va arriver sur H3 et on voit pas trop comment défendre. Là on attaque F6 déjà, donc tour E6 probablement, tour H3, c'est juste l'horreur. Voilà, même sans calculer plus loin, vous pouvez vous amuser évidemment à regarder plus en détail, mais comme on a beaucoup de choses à vous montrer, on va essayer d'avancer. On part du principe que une fois que vous avez compris qu'il fallait attaquer sur l'aile, vous avez compris tout ce qu'il y avait à comprendre du point de vue stratégique. Donc après F6, Rodakowski a choisi de prendre avec le pion. Et maintenant, dame H4. Dame H4. Bon, c'est pas un scoop, hein. On attaque vers le roi. Tour G8, cavalier prend F6. Menace mat en H7. Tour G7. Tour G3, la petite blague qui permet de menacer mat. Alors on va montrer, on va faire un coup lambda pour montrer la menace de Smyslov. Sacrifice de dame pour faire le mat des Arabes par tour G8. Si la tour veut bien se déplacer, voilà. Donc, pour éviter ce mat, il faut, j'allais dire malheureusement, prendre le cavalier. Alors, c'est bizarre de dire malheureusement, parce que c'est lui qui procurait un certain avantage, mais disons que en échangeant le fou de case noire, les noirs vont avoir de nouveaux problèmes qui vont apparaître, puisque les cases noires sont très faibles. Tour G8, tour D1, on attaque une nouvelle faiblesse. Enfin, elle n'est pas nouvelle, mais après avoir attaqué l'aile roi, on a contraint l'adversaire à défendre cette zone, et donc il est logique maintenant qu'on vienne attaquer une autre zone. Bon, il aurait pu abandonner à ce moment-là, il a préféré jouer D5, et après tour prend G7. Je crois que c'est le moment qu'il a choisi pour abandonner. Pourquoi ? Parce que sur tour prend G7, tour prend D5, les carottes sont cuites, tour D8 va arriver, c'est terminé. Donc, que retenir de cette partie ? Premièrement, la façon dont on doit gagner, dont on peut gagner le contrôle de la case D5, donc très important, règle numéro 1, échanger le fou de case blanche, les fous de case blanche, pardon, c'est-à-dire le défenseur de la case D5, et règle numéro 2, ici, échanger le dernier défenseur sous la forme de ce fou prend cavalier. Une fois qu'on a fait ça, on obtient notre cavalier dominateur, je vais avancer un petit peu plus loin, et donc ce cavalier dominateur va nous permettre notamment d'attaquer sur l'aile. Ok, maintenant Romu, tu nous proposes un deuxième exemple, très classique là aussi, puisque c'est une partie de Bobby Fischer. Oui, Fischer avait pour habitude de jouer une ligne bien précise contre la Najdorf, notamment, donc c'est ce qui est arrivé dans la partie. Et le scénario de la partie va ressembler fortement à la partie précédente de Smyslov, où les blancs vont prendre le contrôle de la case D5 et ensuite attaquer sur une aile pour enfoncer le clou et concrétiser leur avantage. Sauf que la partie de Fischer, on va voir, il va attaquer plutôt sur l'aile dame, tandis que Smyslov avait choisi l'aile roi. Donc là, c'est une variante, ce qu'on appelle la variante Sozin, donc c'est la variante où on place le fou en C4 contre la structure Schövening. Les noirs ont joué cavalier C6, qui n'est pas le meilleur coup dans cette position, mais encore une fois,
Voilà. Les meilleurs coups étaient plutôt cavalier BD7 ou fou E7, voire même B4. Mais bon, là, c'est de la théorie. Pas besoin de s'attarder trop là. Et donc, après cavalier C6, prise, et le fameux F5. Voilà. Comme on l'a dit dans l'introduction, même lorsque l'adversaire choisit ce qu'on appelle le petit centre, je ne suis pas sûr de l'appellation, mais bon, on comprend ce que ça veut dire, même dans ce genre de situation, les blancs peuvent faire en sorte de transformer la structure, de forcer la transformation de la structure vers la Boleslavski. Donc, encore une fois, la structure Boleslavski, c'est le fait d'avoir un pion en D6 et un pion en E5. Et maintenant, c'est la fameuse exploitation de la case D5. Alors, comment est-ce qu'il va faire ça ? Il va essayer de, comme on l'a dit de tout à l'heure, c'est exactement le même principe. Il va essayer d'échanger les fous de case blanche et le cavalier F6. Donc dans la partie, il a choisi Dame D3. Bon, il y avait d'autres façons, peut-être fou G5 directement était aussi un coup possible, mais ok, Dame D3, ça change pas vraiment les fondamentaux, la stratégie, la stratégie des blancs. La Dame est très bien placée en D3, elle défend bien le pion E4, elle libère la case D1 pour une tour éventuellement plus tard. Et ça ne remet pas en cause le plan général des blancs. Donc les noirs ont joué fou E7. Il se développe. Et maintenant fou G5. Voilà. Nous on ne fait pas grand chose comme d'habitude. Mais comme dans la partie précédente, le fait d'échanger le fou de case noire pour le cavalier F6 va éliminer un défenseur de cette case D5 et nous permettre de la dominer. Alors comme je l'ai expliqué, je crois, dans la partie précédente, les noirs ici ne devaient absolument pas accepter, comme ils l'ont fait très tendrement, cet échange. Ils auraient dû ôter le cavalier, proposer plutôt l'échange des fous de case noire, et on ne dit pas que les noirs avaient l'avantage, mais au moins ils conservaient cette pièce essentielle, qui bien sûr va revenir un jour ou l'autre en F6, suite à l'échange. Ils conservaient cette pièce essentielle pour le combat de la case D5. Comprenez bien que lorsqu'on joue une sicilienne avec un pion en D6 et un pion en E5, si on ne se préoccupe pas de la case D5 avec les noirs, il y a fort à parier qu'on va perdre la partie, ou en tout cas qu'on va se retrouver extrêmement mal. Donc ici, l'adversaire de Fischer, la Gadia, a été un petit peu tendre, il a joué Dame B6 échec, Roi H1, et il s'est laissé échanger sur F6. Donc il ne fait aucun doute que Fischer a pris sans trop réfléchir, et il ne fait pas trop de doute non plus qu'il n'a pas hésité pour le prochain coup remis. Oui, il suit la stratégie que l'on a déjà évoquée pas mal de fois. Il a éliminé le premier défenseur qui était le cavalier F6 de la case D5, et le deuxième défenseur étant le fou C6, mais bien évidemment, il va l'échanger contre son fou B3, et donc le coup fou D5 arrive sur l'échiquier. Donc les fous de case blanche vont s'échanger, et le cavalier en D5 va ensuite débouler sur la case D5 avec toujours le bon rapport matériel, le cavalier D5 contre le mauvais fou de case noire des noirs. Ouais. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que cavalier D5 ne serait pas un coup ridicule, loin de là, parce qu'après fou prend D5, fou prend D5, on obtiendrait une autre nature d'avantage sous la forme des fous de couleur opposée, mais on a prévu justement de vous montrer ces exemples-là. Lorsque notre fameux cavalier se fait échanger, comment on doit réagir ? On va le voir juste après. Sachez simplement que entre avoir cette position-là, avec les fous de couleur opposée, ou bien celle de la partie avec le cavalier qui domine, traditionnellement, on préfère avoir le cavalier en D5 plutôt qu'un fou. Dans les deux cas, les blancs sont mieux, mais sur l'échelle de l'avantage, on va dire que conserver le cavalier, c'est encore plus fort pour les blancs. Donc lorsqu'on a le choix, on préfère provoquer l'échange du fou de case blanche de l'adversaire contre notre fou de case blanche, et ainsi obtenir quasiment la même position que dans la partie précédente, Romu. Oui, c'est ça. On échange les fous. Bon, il a joué tour D1 d'abord, tour C8, cavalier D5 attaque la dame. Il menace aussi, encore une fois, peut-être cavalier prend F6. Là, un petit coup C3 pour éliminer le danger sur la colonne C. Exactement. Et on voit on voit que justement les blancs ont réussi à stabiliser la position. Ils ont pris le contrôle de la case D5. C'est copie conforme du scénario de la partie de Smyslov, la partie précédente que l'on a vue. Et donc maintenant c'est bien joli, on a placé le cavalier en D5, il est beau, il contrôle plein de cases, mais maintenant il faut passer à la phase de réalisation de l'avantage.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, cette réalisation de l'avantage passe par le jeu sur une des ailes. Parfois même c'est sur les deux. Donc tout à l'heure c'était sur l'aile roi, on avait vu des choses avec F6, tour F3, etc. et un transfert de la dame sur l'aile roi. Là, Fischer choisit l'autre côté, choisit l'aile dame et joue le très fort coup tour A1. Voilà. Bon, on peut préciser quand même que s'il avait voulu passer en force à l'aile roi, il aurait probablement aussi, quand même gagné. Donc là, ce qu'on est en train de montrer, c'est que c'est royal, quoi. Avec les blancs, on peut attaquer à l'aile roi, ça va marcher. On peut attaquer à l'aile dame, ça va marcher aussi. Donc ne pensez pas qu'il y a toujours une méthode, dans tel cas j'attaque à l'aile dame, dans tel cas j'attaque à l'aile roi. Le fait d'avoir le bon cavalier face au mauvais fou et d'avoir gagné le contrôle de la case D5, ça vous donne le droit d'attaquer des deux côtés quasiment dans n'importe quelle circonstance. Après, peut-être qu'il sera plus facile de passer à l'aile roi, d'autres fois de passer à l'aile dame, mais voilà, le cavalier D5 dominateur vous donne le droit d'attaquer des deux côtés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc tour A1, c'est quoi l'idée alors? Tour A1, il veut créer une deuxième zone de conflit sur l'aile dame en jouant le coup A4 pour affaiblir la chaîne de pions A6, B5, et donc soit affaiblir le pion B5, soit affaiblir le pion A6 si le pion B prend A4, et donc créer des faiblesses supplémentaires. Les noirs devaient déjà lutter face à l'invasion de la case en D5, le pion D6 qui est arriéré sur la colonne ouverte, mais encore une fois, on a dit que ça ne suffisait pas pour gagner la partie, donc il crée une faiblesse supplémentaire pour faire craquer la défense. Et donc, c'est ce qui s'est passé assez rapidement d'ailleurs. Ouais. En plus, oui, il y a des bonus ça n'empêche pas, voilà. Ça n'empêche pas de continuer de garder un œil à l'aile roi, notamment si les noirs amènent toutes leurs pièces sur l'aile dame. Peut-être qu'on va maintenant les prendre à contre-pied avec le fameux principe des deux faiblesses dont on parlera dans d'autres vidéos. Une fois qu'on a attaqué l'aile dame et que l'adversaire est venu défendre, il a déserté l'aile roi et on fait une sorte d'essuie-glace comme ça. Alors d'ailleurs, comment il s'appelle, Gadia a eu peur de cette idée avec F6. Il a joué le coup qu'avait refusé de jouer Rudakowski dans la partie précédente. Il a joué F6, bon, qui est quand même très très moche, hein, comme on a dit tout à l'heure. Ça affaiblit les cases blanches, ça enterre un peu plus le fou E7. Mais comme on a dit précédemment, il n'y a pas de bonne solution pour les noirs de toute façon. C'est la peste ou le Covid, comme d'habitude. Donc il décide d'empêcher F6, mais Fischer joue sa fameuse idée avec A4. Donc comme tu l'as très bien dit, en cas d'échange sur A4, tour prend A4, le pion A6 devient faible. Il faut comprendre que le cavalier n'est pas inutile dans l'attaque de ce pion. Bien sûr, il pourrait venir se joindre à l'attaque directe par cavalier B4 dans certains cas de figure, mais il a aussi des missions de contrôle. Vous voyez la case B6, la case C7, il garde un œil aussi évidemment sur le fou. Donc même s'il n'attaque pas lui-même le pion A6, il contrôle des cases essentielles dans le camp de l'adversaire que justement les noirs ne peuvent plus utiliser pour se défendre. Donc par exemple, après un coup comme A5, on doublerait sur la colonne A et on sent bien qu'il y a énormément de problèmes chez les noirs. Voilà, on va pas trop rentrer dans les détails, mais ici, sachez que la bonne technique pour exploiter ce genre d'avantage, c'est d'abord de prendre soin de notre roi. Traditionnellement, la case pour le cacher, ce roi, c'est H3, vous voyez, couvert par des pions en H2 et G3. On évite d'émettre du couloir, ce genre de choses. Et ensuite, on va soit gagner le pion A5, soit se créer un pion passé sur la colonne B, qu'il va être très compliqué pour les noirs d'arrêter. Ou alors, s'ils l'arrêtent, justement, on en profitera pour aller attaquer de l'autre côté. Alors dans la partie, ça s'est fini de façon bien plus expéditive, Romu, puisque Gadia a fait une faute tactique. Ouais, il a gaffé, mais bon, il est déjà soumis à une trop grande pression, et donc, comme souvent, ça craque. Donc là, il fait une faute tactique. En jouant tour B8, il laisse la tour C6 sans protection. Et les noirs ont joué au coup d'avant F6, qui a affaibli un peu la diagonale à 2G8, comme le montre la belle flèche bleue. Et du coup, le coup tour B8 est puni par le simple cavalier prend fou E7, échec, et après dame prend E7, il y aurait le dame D5 qui ramasse la tour C6 laissée sans protection. Donc Fischer gagne une tour et c'est terminé. Donc ce qui est très instructif dans ces deux exemples, encore une fois hyper classique, vous les connaissez peut-être déjà, mais on ne peut pas parler de la case D5 dans la sicilienne sans connaître ces deux parties-là. Donc, comment gagner la case D5 en échangeant le fou de case blanche, puis en échangeant les cavaliers noirs.
comment exploiter la case D5, soit en attaquant à l'aile roi, soit en attaquant à l'aile dame. Ok. Mais les échecs modernes, évidemment, tout le monde a progressé, notamment le camp du défenseur, et on va se rendre compte, avec la prochaine partie, que dans les échecs modernes, il faut savoir tout faire. C'est-à-dire à la fois ce qu'a fait Smyslov, attaquer à l'aile roi, mais aussi ce qu'a fait Fischer, c'est-à-dire attaquer à l'aile dame. Donc ici, Romu, c'est une partie entre la meilleure joueuse de tous les temps, Judith Polgar, face à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, l'ancien champion du monde, Vichy Anand. Alors, donc une partie jouée en 98, donc assez ancienne. Excusez-moi, la technique n'a pas suivi. La technique a du mal à suivre. Désolé, vous savez que c'est pas trop mon truc. Donc, donc on va se mettre dans cette position-là. Bon, vous avez compris que le coup c'est fou G5, désolé pour la technique, mais ça surprendra personne suite à nos exemples. Non, voilà, la structure donc des 6-5 est déjà apparue sur l'échiquier. Donc, en bon élève que vous êtes, vous avez tous compris qu'il fallait échanger les pièces susceptibles de contrôler cette case. Donc, fou G5, c'est pas vraiment le scoop de l'année. Ouais, il y a déjà plus les fous de case blanche, donc on passe à la deuxième partie du plan, d'échanger les cavaliers. Exactement, donc le fou se place de manière à s'échanger contre le cavalier. Dans la partie, Anand a joué tour F-C8, ou un coup normal pour essayer de trouver du jeu sur la colonne C. Et là, Polgar joue un coup assez instructif, cavalier E1. Donc l'idée est de défendre le pion C2, ça c'est la première idée. Et on peut se poser la question, comment utiliser ce cavalier. Et souvent, on le fait passer par la case G2. On voit souvent des manœuvres du type G3, cavalier G2, cavalier E3, une fois que la case D5 est affaiblie, pour ressortir donc sur la case E3 pour aller ensuite viser la case D5. Ouais, il existe donc, un autre chemin possible qui serait, même si c'est difficile à obtenir. Voilà. En tout cas, ce cavalier sur F3 n'était pas bien placé. D'accord, il ne participait pas du tout pour le contrôle de la case D5, donc il faut lui trouver un chemin. Alors parfois c'est par E1, parfois c'est par D2, F1, puis E3, d'autres fois encore ce serait par H2, G4 ou F1, puis E3. En tout cas, voilà, ne laissez pas votre cavalier spectateur en F3 et trouvez un chemin pour qu'il arrive sur la case D5. Ouais. Ok, on avance, Dame B7, donc, Dame B7, fou prend A6, on élimine. Et là, donc on voit que on n'a pas réussi encore à éliminer le cavalier F6, donc c'est ce qu'elle s'efforce de faire en jouant le prochain coup, cavalier D5. Donc on force l'échange des cavaliers, donc cavalier prend D5, tour prend D5. Évidemment, on ne prend jamais du pion, hein. On veut garder cette case D5 disponible. Bien sûr. Et on voit donc on obtient le rapport matériel recherché, le cavalier contre le tandem dame-cavalier contre dame-fou, donc le tandem qu'on connaît comme étant favorable pour les blancs. Oui, lorsqu'on a une meilleure structure de pion. Oui, et la différence notable est que dans cette position, par rapport aux parties précédentes, c'est que la case D5 est pour le moment occupée par la tour et non pas par le cavalier. Ouais, l'autre différence dont on peut parler par rapport aux deux parties précédentes, c'est que le pion est sur F2 et non pas sur F5. Donc ça peut rendre plus difficile l'attaque puisqu'on n'a plus notre levier en F6, mais de notre côté, notre structure est plus saine. Le pion E4 est plus facile à protéger si jamais on a un problème, on peut jouer F3, ou bien on pourrait penser à un nouveau levier avec F4 selon les cas de figure. Donc c'est pas, ça peut être bien d'avoir un pion en F5, mais ça peut être mieux de l'avoir en F2. C'est pas une règle absolue d'avoir joué F5. Ouais. Donc là, les noirs cherchent à lutter justement pour cette case en jouant tour C5. Bien évidemment, on renforce le contrôle avec tour D1 de façon à toujours reprendre avec une pièce. Donc c'est ce qui s'est passé. Tour C8, donc un coup encore une fois normal. C3, donc on commence à être habitué à ce type de coup. On soulage la pression sur la colonne C. On place le pion sur une case noire, ce qui restreint l'activité du fou adverse, et en même temps ça procure la case C2 au cavalier E1 qui maintenant peut aller sur cette case pour aller sur B4 ou sur E3 pour taper sur la case D5. Donc on a trouvé encore un autre chemin pour aller vers D5. Anand cherche contre-jeu, avec B4, donc C4 bien évidemment. Voilà, on va pas ouvrir la colonne C. Sur contrôle, G6, bon, c'est le coup pour essayer de
se donner une case de fuite pour le roi, notamment. Ok. Et là, même si le cavalier n'est pas encore arrivé sur D5, on sent qu'il peut s'y rendre à peu près librement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on attaque la phase 2 du jeu. La phase 1, encore une fois, c'était gagner la lutte pour le combat pour le contrôle de la case D5. Maintenant que ça s'est gagné, il faut pouvoir attaquer sur les ailes. Donc, ici, Polgar va commencer avec le petit coup G3 à préparer son jeu sur l'aile roi. Alors, on pourrait penser que G3 sert à jouer cavalier G2, c'est vrai. On pourrait penser que G3 sert à jouer F4, ça peut être vrai aussi, mais traditionnellement, ça sert surtout à jouer le coup H4, avec le double intérêt d'une part de dominer encore un petit peu plus ce fou qui était déjà pas très actif, mais aussi avec l'idée de venir créer du conflit ici sur la zone du petit roc adverse. On pourrait envisager soit d'ouvrir la colonne H, pourquoi pas ensuite avec une tour qui va revenir vers H1, ou pourquoi pas aussi envisager de planter le pion en H6. Ce qui est certain, c'est que dans ce type de structure, il faut penser à mettre le pion en H4, et ensuite on verra ce qu'on en fait. Anand propose l'échange des tours, et Judith Polgar refuse. Alors comment on explique ça ? Tu viens de le dire. Déjà, la tour peut être utile si on veut jouer sur l'aile droite, donc autant la garder. En plus, si on laisse la tour en D5, les noirs vont évidemment échanger la tour et on sera obligé de reprendre avec un pion, ce qui n'est absolument pas le but de la manœuvre, puisque on a dit et répété que la case D5 était faible et qu'on avait plutôt intérêt à installer une pièce dessus. Donc on ne doit absolument pas permettre cet échange. Donc tour D1, c'est pour éviter l'échange et pour garder cette tour peut-être pour plus tard. Elle a d'autres projets sur l'aile roi et peut-être même sur l'aile dame d'ailleurs. Exactement ce que j'allais montrer. Voilà, on a aussi l'idée de partir sur l'aile dame. Donc vraiment le jeu sur les deux ailes grâce à cette domination de la case D5. Alors avançons un petit peu. A5, cavalier C2, on a déjà expliqué. On souhaite passer par E3 un jour ou l'autre. Les noirs vont jouer roi G7. Dame D3, ça s'explique par le fait que pour l'instant, cavalier E3 n'est pas jouable à cause de dame prend 4. Attention toujours aux ressources de l'adversaire. Donc dame D3 permet de préparer l'arrivée de ce cavalier en E3. Et après tour C6, le voilà. On l'attendait impatiemment. Dame C8, méfiez-vous. J'allais dire méfiez-vous d'Anand, oui, ça vous vous en doutez qu'il faut se méfier d'Anand. Mais méfiez-vous en général du contre-jeu de l'adversaire. On ne veut pas permettre dame H3 même s'il n'y avait pas de main d'homme. Voilà, roi G2 en plus, non seulement ça évite le plan adverse, mais c'est conforme à ce qu'on a préparé avec tour H1. Dame E6, Dame E2. Alors là, on va pas commenter tous les coups, Romu, parce qu'il y a eu pas mal d'allers-retours. Ouais. Bon, là, de toute façon, la position est assez stable. Il n'y a pas vraiment de rupture de pion. On peut manœuvrer dans tous les sens. En plus, on est au 30e coup de la partie, donc certainement que les deux camps n'ont pas envie de prendre surtout les blancs n'ont pas envie de prendre des décisions trop drastiques avant le contrôle du 40e coup. Donc là, il y a eu pas mal de manœuvres, mais qui ne changent pas les caractéristiques de la position. Et donc là, il y a eu Caille D5, tour C5, Dame E3, bon, c'est des coups assez de consolidation, tour D3, Fou D8, Dame D2, on double sur la colonne D, tour C6, Dame D1, préfère prendre les cases blanches, Roi G8, H4. H4, ça y est, on arrive à ce fameux coup. Il aurait pu être joué avant, il aurait pu être joué après. Encore une fois, les blancs ont une domination totale, ils font les choses à peu près quand ils le souhaitent. Alors, ici, c'est toujours facile de critiquer le jeu de celui qui a perdu. Peut-être qu'il aurait été mieux de jouer H5 pour éviter que les blancs ne jouent ce coup eux-mêmes, mais il y aurait eu des défauts quand même derrière ce coup H5. Peut-être que le levier G4 serait apparu à un moment donné, peut-être qu'on va avoir du F4, F5 et venir justement exploiter ce pion H5. Donc, il n'y a pas de bonne méthode pour se défendre. De toute façon, les noirs sont en difficulté et qu'ils choisissent une défense ou une autre, ils vont rester dans une position pas très enviable. Donc Anand a décidé de jouer roi G7, Judith Polgar joue H5, fou G5, Dame F3. Hop, si le fou veut bien arriver en G5, voilà, Dame F3. Alors, elle avait doublé sur la colonne D, elle se rend compte que finalement ça ne passe pas par là, donc on n'est pas pressé, on va réorganiser nos pièces encore une fois. De toute façon, à la limite, plus vous faites durer la partie, plus il y a de chances que votre adversaire finisse par craquer, hein, donc ça ne peut être que bénéfique aux blancs que la partie dure. Tour C6, Dame 2.
Tour Ça C8. tourne un peu, tour H1. Voilà, on passe le 40e coup, on se doute que le Zynode se termine et que les deux joueurs vont pouvoir réfléchir à nouveau. Et donc là, toute cette phase, alors on a dit qu'il y a eu beaucoup d'attentes, mais Polgar a attendu tout en attaquant ou tout en créant du jeu sur l'aile roi. Pour l'instant, ça ne suffit pas pour aller faire mat, c'est pas comme dans la partie de Smyslov. Et donc ici, Polgar va nous montrer toute l'étendue de sa culture, qui est évidemment immense, et elle va utiliser la deuxième méthode possible, c'est-à-dire le jeu à l'aile dame. Et avec un coup particulièrement instructif, qui est le coup F3. Alors à quoi sert ce coup F3 ? D'une part, ça peut permettre de faire passer la dame, pardon, j'ai raté la flèche, de faire passer la dame vers H2, ça peut être une idée. Alors on peut arriver sur H2 par différents moyens, on peut passer par la case F2, G1 et H2, donc on peut enlever le roi ou faire le grand tour, mais aussi en donnant la case F2 pour cette dame, on va désormais pouvoir attaquer en direction de l'aile dame justement. Donc c'est la fameuse stratégie de Fischer, c'est-à-dire que le cavalier D5 qui domine le centre va nous aider aussi à attaquer sur l'aile dame. Et donc ça, c'est les échecs modernes. Comme le niveau défensif a grandement augmenté, on ne peut plus se contenter de passer à l'aile roi et de gagner, ou de passer à l'aile dame et de gagner. Il faut être capable de travailler sur les deux côtés. Et donc ce coup F3 est particulièrement instructif, parce qu'après dame F2, on va pouvoir soit aller attaquer à l'aile roi, soit pouvoir attaquer à l'aile dame avec dame B6 ou dame A7. Et bon, je sais pas si Anand est très souple, mais on lui demande de faire le grand écart et ça va pas être si facile que ça. Ouais. Alors, quelle défense choisit-il ? Bah justement, tour B8, il anticipe la pénétration de la dame sur A7 ou sur B6. On refait un petit coup sur l'aile roi. G6, prise G6. La colonne H. Voilà. S'il avait pris avec le pion H, la colonne H nous attire quand même grandement. Et évidemment, après dame G1, quelque chose comme F5, dame H2, ça va commencer à être difficile de défendre le roi. Là, ça craque au niveau de l'aile roi, justement. Par exemple, dame H6, fou G7 et dame G5. Et on ne peut pas tout tenir à la fois. Non, donc ça ne va pas. Anand a préféré garder la colonne H fermée. Et donc, maintenant qu'on voit que l'aile roi est bien défendue, eh bien, Polgar passe par l'aile dame avec le coup C5. Donc c'est vraiment la domination absolue. Elle a dominé l'aile roi, elle domine l'aile dame, elle domine le centre. La partie s'ouvre et les noirs vont craquer, tout simplement. Ouais, donc là maintenant la colonne C, donc maintenant fou D8, tour C1, on renverse le jeu donc sur l'aile dame. On voit que les blancs ont une plus grande liberté de manœuvre et peuvent coulisser avec leurs pièces lourdes d'une aile à l'autre. Donc là, c'est sur l'aile dame que ça va se passer. Dame E3, quand même, on chatouille la case H6 là-bas. Ouais, très joli coup multifonction. On chatouille H6, mais aussi on prépare le doublement sur la colonne C en faisant passer la dame derrière la tour. Donc le jeu sur les deux ailes à nouveau, qui est rendu possible grâce à la domination du cavalier. Donc roi G7, empêche dame H6, tour C4, donc ce qu'on vient de dire, tour D7, dame C1, donc on double sur la colonne C. Bon, H5, on essaye de trouver du jeu, tour C6, tour D6, tour C8. Domination absolue. On rentre, dame D7, dame C5, on voit que toutes les pièces blanches s'engouffrent dans le camp noir. Ouais, et puis c'est terrible, hein. Ce cavalier, si on le compare avec ce fou, ok, le cavalier n'a pas bougé une seule fois de la partie, en tout cas, enfin, depuis qu'il est dominateur, il n'a pas bougé, mais il contrôle tout l'échiquier, et c'est vraiment la pièce maîtresse. Alors voyons la combinaison finale, Tour B8. Tour B8, fou F6. Fou F6, dame E3 échec, fou G5, et maintenant F4, histoire de rajouter encore un peu plus, donc, au problème des noirs. Donc puis on prend F4. Là, bon, c'est la phase d'exécution. Après tour H8, c'est terminé d'ailleurs. Ouais, sur tour H8, Anand a abandonné. Alors on peut se demander pourquoi il abandonne dans cette position. Alors il y a une jolie tactique. Si vous avez suivi nos vidéos sur le tandem dame-cavalier face au tandem dame et fou, vous savez que ce sont deux pièces qui amènent de la tactique. Donc c'est pas une surprise qu'il y en ait ici. Après dame D4, fou F6. Ça pourrait être une tactique du jour d'ailleurs. Ici, il y a dame prend F6, tour prend F6, tour H7 échec. On dévie le roi pour obtenir la fourchette par cavalier prend F6, roi bouge et cavalier prend D7. Et c'est terminé. Donc Romu, finalement, Polgar a tout compris. Ça ne surprendra personne. D'une part, elle a su
comment gagner la bataille pour la case D5, et elle a su comment exploiter cet avantage de la case D5 en attaquant à l'aile roi, puis en attaquant à l'aile dame. Oui, en fait, en prenant le contrôle de la case D5, on stabilise le centre, et en fait, on jouit d'une plus grande liberté de manœuvre qui nous permet d'attaquer sur les ailes. Donc on a vu dans la partie de Smysloff, Smysloff avait attaqué que sur l'aile roi. On a vu dans la partie de Fischer, où Fischer avait plutôt fait la décision sur l'aile dame, et elle, grâce à sa liberté de manœuvre, elle a jonglé entre l'aile roi et l'aile dame, de façon à, comme tu l'as dit, forcer Anand à faire le grand écart, mais c'est pas le plus grand gymnaste de la planète, donc forcément la défense a craqué. Mais c'est une technique assez traditionnelle. Donc on plante le cavalier en D5 qui domine tout l'échiquier, et ensuite on coulisse d'une aile à l'autre grâce à la liberté de manœuvre que nous confère ce cavalier en D5. Ouais. Alors on va finir cette vidéo avec 2 exemples qui nous paraissent extrêmement importants, parce que si on arrêtait cette vidéo ici, peut-être que vous pourriez vous dire, si je n'ai pas de cavalier, je ne peux pas profiter de la victoire de la case D5. Si j'ai gagné le combat pour la case D5 mais que je n'ai plus de cavalier, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette case? Donc on vous a trouvé 2 parties qui illustrent 2 scénarios possibles. Vous avez gagné la case D5 mais vous n'avez plus de cavalier pour l'exploiter. En revanche, vous avez les fous de couleur opposés. On va voir ça, notamment avec le fou de case blanche. Et avec la dernière partie, on verra ce qui se passe s'il n'y a plus de pièces légères et que ce sont les pièces lourdes qui doivent exploiter cette case forte en D5. Alors commençons avec une partie entre 2 grands maîtres russes. Je suis pas sûr que le grand maître avec les noirs soit russe, mais bon, vu le nom, c'est très probable. Donc Galkin avec les blancs face à Anisimov avec les noirs. Alors ce qu'on voit ici, c'est que la case D5 a été gagnée en mu, très clairement, mais il n'y a pas de cavalier. Il y a en revanche les fous de couleur opposée. C'est un scénario qu'on retrouve souvent dans la sicilienne. Alors comment exploiter ce genre de cas de figure? Dis-nous tout. Donc les fous de couleur opposée favorisent souvent l'attaque. Tout simplement parce que là, les blancs possèdent le fou de case blanche, donc en attaquant sur les cases blanches, le fou E7 va être bien malheureux pour se défendre, et donc les blancs vont obtenir une pièce supplémentaire dans l'attaque sur les cases blanches. Donc on est bien inspiré en général, lorsqu'on possède les fous de case blanche, d'essayer de monter une attaque sur le roi. Toujours pareil, on contrôle bien le centre, on a stabilisé le centre puisqu'on a installé une tour en D5, on a gagné le contrôle de la case D5. Donc comme dans les exemples précédents, lorsqu'on contrôle bien le centre et qu'on stabilise bien au milieu de l'échiquier, on peut se concentrer sur une attaque sur une aile. On voit que sur l'aile dame, il n'y a pas vraiment de contre-jeu, puisque le pion B5 notamment est même un souci pour les noirs, puisqu'il est arriéré, il est bloqué par les pions A3 et C3, et il est dans le viseur des pièces blanches, la tour D5, le fou D3, la dame E2. Donc les noirs n'ont pas vraiment de contre-jeu, et les blancs vont monter une attaque sur le roi. On peut parler du pion F7 aussi, qui peut être un jour dans le viseur du fou de case blanche. On peut imaginer fou B1, fou A2 comme idée notamment. C'est un truc assez classique dans ce genre de situation. Bien évidemment, l'avancée du pion H aussi, on va le voir dans la partie, qui peut... C'est un stratagème assez classique, on a vu dans les exemples précédents, mais le pion, lorsqu'il s'avance, peut créer des problèmes autour du roi noir, soit en allant jusqu'à H6, soit en prenant G6 et affaiblir encore un peu plus la structure de pion autour du roi noir. Donc dans la partie, les blancs, le grand maître Galkin a joué le coup G3. Donc c'est un coup qui ne surprend pas vraiment, puisque comme Polgar, comme Polgar a utilisé exactement le même scénario. Donc l'idée est évidemment de faire H4. Ouais. On a bien compris. Donc on ne va pas regarder cette partie très en détail, notamment parce qu'il y a eu de très longues manœuvres, un peu comme dans la partie de Polgar justement. Donc ça prouve qu'en pratique, ces grands maîtres-là savent que leur avantage est au très très long cours et qu'il ne faut surtout pas se presser. Donc on va passer peut-être assez vite sur certains coups, mais voilà, tout simplement parce qu'ils ne méritent pas d'explication plus que ça. Donc là, H4, H5, ça, on l'a déjà vu. Roi G2 pour gagner la case H1 pour la tour, tout ça c'est clair.
Dame G4, la dame se transfère vers la colonne H, hein, tout simplement. On peut aussi se dire que lorsque le fou arrivera sur A2, en clouant le pion F6, il pourrait nous donner des perspectives de gagner le pion G6. Hein. Il peut y avoir des tactiques vers G6 aussi. Mais bon, essentiellement, la dame pour l'instant vient ici pour passer sur la colonne H. Voilà, exactement. Alors, si vous branchez un ordinateur, il vous dira probablement que le meilleur coup était le coup direct F4. C'est la vérité d'un ordinateur, c'est pas forcément la vérité pour un humain, tout simplement parce que on va essayer d'améliorer au maximum notre position, notamment pour accumuler le plus possible de micro-avantages et ainsi ne pas laisser de contre-jeu à l'adversaire. Donc après dame E7, évidemment, il est hors de question d'échanger les dames, puisque le roi noir est le plus faible. Ok, et ici, bon, Galkin, comme je l'ai dit tout à l'heure, va tourner un petit peu en rond. Il aurait pu et il aurait dû tout de suite jouer fou B1 et diriger son fou vers A2, mais il va le faire après quelques... Comment on va appeler ça ? Manœuvres inutiles. Quelques manœuvres inutiles, voilà. Alors on va faire avancer la position jusqu'au moment qui nous intéresse. Président H6, il a repris du pion H. Alors il n'y a pas de danger avec dame H7 échec, roi F8. Au contraire, même il essaie plutôt d'empêcher le roi de s'en aller. Fou G7, la dame revient vers D2. On revoit ce que tu nous disais dans l'un des exemples précédents, la grande liberté de mouvement pour les blancs qui peuvent passer d'une aile à l'autre, revenir en arrière. Voilà. On n'oublie jamais quand même que le pion D6 est aussi une faiblesse. Donc tour B6, le fou retourne là où il aurait dû aller précédemment, et voilà, il arrive enfin, fou B1, et on trouve la meilleure diagonale. Donc lorsque vous avez les fous de couleur opposés dans ce type de position avec la domination de la case D5, votre fou appartient à cette diagonale. Alors parfois vous pourrez le mettre en A2, parfois en B3, parfois en C4 ou en D5, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais votre fou doit être sur cette diagonale et attaquer le pion F7 et viser le roi sur G8. Alors on avance un petit peu plus, fou A2, tour B8, ici un très joli coup, tour A1, qui protège le fou, et qui permet donc à la tour qui était clouée jusqu'à présent, de pouvoir revenir, elle n'a plus rien à faire sur D5, tour D3, alors à quoi sert tour D3 ? Probablement, Romu, on a à l'esprit de la faire passer par la troisième, mais on garde aussi l'option de tour D1. Il veut se garder un maximum d'options en fait. Ouais. Peut-être c'est pour la colonne D, peut-être c'est pour la colonne H. Parfois, ça peut même être la case F3 pour attaquer F7. Voilà, il garde toutes les cartes en main et il veut écarter aucune des options. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Galkin ici, il ne sait pas encore à quelle sauce il va manger son adversaire. Est-ce qu'il va gagner B5, D6 ou F7 ? Lui, il n'y a pas de religion par rapport à ça. Et donc, en fonction de la défense de l'adversaire, on va attaquer à un endroit ou à un autre. Mais on n'est pas obsédé par le fait de gagner F7, ou plutôt D6, ou plutôt B5. On est très souple, et on essaie de trouver des coups qui vont pouvoir nous permettre d'attaquer dans un sens ou dans l'autre. Donc, dame D8, tour H1, dame G5, tour H4, qui permettra de jouer tour G4, notamment. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, hein, le pion F6 est cloué, F7 pardon, est cloué, donc si la dame s'en va n'importe où, on a tour prend G6. Voilà, si dame E7, tour prend G6, entre autres. La dame est restée au contact de G6, dame F3 fait monter encore un petit peu plus la pression vers F7, roi F8 et tour D1. Et cette fois-ci, c'est éventuellement la dame noire qui pourrait avoir des soucis, alors il lui restera peut-être encore une case en D2 ou quelque chose comme ça, mais il y a d'énormes problèmes qui commencent à arriver. Les noirs se retrouvent entre guillemets obligés de jouer G5, ce qui est quand même le signe que c'est en train de craquer, évidemment. Donc dame F5, fou F6, dame C8 échec. Si roi G7, on peut montrer ça peut-être. Si roi G7, on avait tour H1, attaque la dame, et quand la dame s'en va, il y a dame H8 mat. Donc vous voyez, hein, on passe par H1, on passe par C8, l'échiquier est à nous, hein, on fait ce qu'on veut. Et donc après roi E7, le fou arrive sur la case D5, là aussi cette case est à nous, on l'utilise avec la pièce qui nous va bien, et après tour A7, tour H1, voilà, et maintenant tout est prêt, c'est la percée finale avec F4. On voit que toutes les pièces blanches sont mobilisées, la tour G4, la tour H1, le fou D5, la dame C8. Donc souvent, c'est signe que tout est en place pour
pour le coup qui va faire craquer la défense. Et là, c'est le coup F4 qui ouvre tout, qui joue sur le pion G5 qui est cloué, Ouais, tout... juste la position à casse ouvrir et c'est terminé tout de suite. Ouais, c'est ça. Pion prend F4. Pion prend F4. Bon, là, je pense que Anisimov aurait pu s'arrêter là, mais il tente un peu sa dernière cartouche. B4, prise B4, A3. Première menace de la partie, peut-être, il attaque le pion B2. Malheureusement pour lui, il s'est arrêté parce qu'après B prend A3. De toute façon, il ne peut même pas récupérer en A3 à cause de Dame C7 échec. Voilà, il a perdu d'une façon, mais il aurait pu perdre de 1000 autres façons différentes. Donc, premier petit chapitre de ce qui se passe lorsque on a gagné la case D5, mais qu'on n'a plus de cavalier pour l'exploiter. Traditionnellement, vous allez obtenir les fous de couleur opposée, ça peut arriver en tout cas, et vous voyez à quel point le fou D5 a été bien plus fort que son homologue sur les cases noires. Ok Romu, dernier exemple pour cette vidéo, avec une partie du grand maître Wróblewski, encore un russe, l'école russe des échecs, nous en apprendra toujours. Alors on n'est pas encore dans la situation qui nous intéresse, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de pièces légères, mais justement Wróblewski va faire ce qu'il faut pour que les pièces légères disparaissent. Ouais, donc là on voit que les noirs contrôlent bien la case D5. En tout cas, ils surveillent bien avec le cavalier en F6, le fou en B7 et même la dame en C5. Donc il va être difficile d'éliminer les deux pièces légères comme on l'a vu dans certains exemples précédents et installer un cavalier ou un fou dessus. Mais ce n'est pas très grave. En fait, Wróblewski va prendre la décision d'échanger ses pièces mineures et de jouer la finale, la position plutôt, avec que les pièces lourdes. Et on va voir comment il va manœuvrer ensuite pour accroître son avantage. Donc il y a eu donc, des échanges massifs sur la case D5. Dame C4 et le coup Dame D3. Donc, un coup normal, disons, il améliore un peu sa dame. Si les noirs échangent la dame, évidemment, ça restera toujours à l'avantage des blancs, puisque les blancs reprendraient certainement avec la tour en D1. Et encore une fois, on parle de la liberté de manœuvre assez souvent. Là, on voit que les deux tours noirs sont très passives à la défense du pion D6, tandis que les deux tours blanches, je vais y arriver, attaquent ce pion. On peut imaginer aussi des coups comme A4, peut-être un jour, pour affaiblir encore un peu plus les noirs sur l'aile dame. Tour C3, tour C6 qui vient faire pénétrer la tour dans le camp adverse. On voit que cette position n'est pas du tout acceptable pour les noirs, c'est trop passif. Donc dans la partie, il a joué le petit coup H6. Bon, c'est un coup pour se donner une case de fuite, pour éviter les désagréments sur la dernière rangée. Il ne craint pas l'échange de dame en C4, parce que là, en cas d'échange, les noirs ouvriraient la colonne B et pourraient avoir du contre-jeu sur le pion B2. Donc avec tour B8 notamment, on serait prêt à échanger le pion D6 contre le pion B2, ce qui serait une très bonne chose un très bon troc pour les noirs. Donc bien évidemment, un joueur comme aussi fort que Wróblewski ne fait pas ce genre d'erreur. Et là, il joue un coup très instructif. Il joue le coup H4. Ouais, extrêmement fort. Donc H4, à quoi ça sert? Ça permet plusieurs choses. La première, c'est de gagner de l'espace. On sait, en tout cas, si vous ne le savez pas, on vous le dit, c'est très important dans les finales d'avoir pris de l'espace. Déjà, vous limitez les possibilités de votre adversaire. Et en ayant des pions plus avancés que votre adversaire, vous pourriez gagner d'éventuelles courses à la promotion ou ce genre de choses. En tout cas, en avançant vos pions, vous fixez aussi certaines faiblesses de l'adversaire. On se doute bien qu'H4, ça va être destiné à jouer H5, d'ailleurs on peut avancer d'un coup. Le fait d'avoir planté un pion ici sur H5, on a plus d'espace pour nos pièces, et pourquoi pas se dire qu'un jour ou l'autre, G7 pourrait devenir une faiblesse qui aura du mal à avancer. Alors, elle pourra avancer, mais cette faiblesse, en avançant, elle va provoquer un échange qui sera très probablement favorable aux blancs, parce qu'après G6, prise en G6, prise en G6, quasiment tout sur l'aile roi deviendrait faible, à la fois les pions et les cases. Donc, gagner de l'espace, ça part d'un très bon sentiment, et ça va aussi provoquer un réflexe pavlovien, on va dire, chez les noirs, qui va être d'amener leurs pièces sur cette aile. D'accord ? Il est logique de ne pas laisser les blancs trop avancer, parce que si on laisse les blancs trop avancer, on va peut-être jouer quelques coups, justement. Roi F8, Dame E2, Dame B6,
tour D3. Voilà, j'avance quelques coups pour expliquer certaines choses. Voilà, Dame D8 et G3. Donc, pour l'instant, on s'est contenté d'amener un pion à H5. Bien sûr, G3 est destiné à empêcher Dame H4 échec, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les blancs, si on les laisse faire, vont jouer F4, vont jouer Dame F2, pourquoi pas Dame G4, pardon, tour F2 ou tour G2. En tout cas, si les noirs laissent totalement les mains libres à leur adversaire sur l'aile roi, celui-ci va profiter ou jouir de son avantage d'espace en attaquant notamment le roi de l'adversaire. Donc, ça va provoquer un certain nombre de coups sur l'aile roi. Alors ça a déjà provoqué roi H8, roi F8, ça a provoqué dame D8. En tout cas, les noirs vont devoir s'occuper de l'aile roi, et c'est le moment que choisiront les blancs pour faire ce qu'a fait Paul Gard tout à l'heure, c'est-à-dire renverser le jeu et finalement attaquer sur l'aile dame. Donc avançons un petit peu, dame B6, roi G2, dame A7, et c'est le fameux moment justement. Alors, il aurait peut-être pu commencer à s'interroger sur des coups comme F4 ou quoi que ce soit, mais c'est bien de préparer aussi le jeu à l'aile dame, hein, Romain. Oui, bah, il jongle un peu avec son adversaire, il a tiré un peu sur l'aile roi, il a pris de l'espace comme tu l'as dit, il a menacé éventuellement des F4 à un moment, mais il peut se payer le luxe de faire un peu ce qu'il veut, parce que les blancs dominent complètement l'échiquier, les pièces noires sont très très passives, et donc pourquoi pas créer des faiblesses supplémentaires dans le camp noir en jouant le coup A4. Donc maintenant, les noirs devront, en plus de la case D5, du pion D6 et de l'aile roi, surveiller les pions de l'aile dame. Donc ça va commencer à faire beaucoup pour un seul homme. Et Kousnoudinov, je vais y arriver, donc a pris en A4, pas trop le choix puisque le pion B5 était trop attaqué, et après tour A5, le pion A6 va devenir plus que faible, il va être perdu, et le pion A4 également. Donc après dame B6, il a pris en A6 avec la dame. Il a tenté de s'activer avec dame E3. Mais bien sûr, pas de panique à tour à D5, tout est contrôlé. Donc il n'y a pas l'ombre dans le contre-jeu. Dame G5. Bon, les noirs font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils cherchent désespérément à créer du jeu, notamment vers le roi blanc. C'est un peu la dernière arnaque, entre guillemets, possible. Mais tout est sous contrôle de la part des blancs. Ouais, dame prend A4, attaque la tour D8, dame A5 réattaque la tour, maintenant tour prend D6, encaisse encore un pion supplémentaire. Et là c'est terminé. Là c'est juste fini, bon, il a continué quelques coups, mais dame prend H5, dame D7 pour provoquer encore des échanges, roi H7, maintenant l'avantage d'avoir des pions de plus c'est qu'on peut les pousser pour faire une dame, donc B4. Exactement. Tour A8, il n'y a pas l'ombre encore une fois dans le contre-jeu, tour prend E6. Il y a du contre-jeu, mais ouais, voilà. Ouais, tout est sous contrôle en fait. Après tour A1, il a anticipé la pointe qui va suivre. Donc la menace est quand même dame H1 avec du jeu sur le roi. Mais il a trouvé un moyen élégant de simplifier et de transposer dans une finale complètement gagnante avec le coup de tour prend H6. Donc un très joli coup tactique de simplification. L'idée est que si le pion prend H6, alors dame F5 échange les dames, et donc on va jouer une finale de tour avec 2 pions de plus, et qui ne représentent pas vraiment nos problèmes techniques à gagner. Sur roi prend H6, là on fait le coup dame H3 pour proposer l'échange de dames. Et sur le coup tour G1 qui a l'air de gagner la dame, en fait, tout est encore une fois sous contrôle. Après roi prend, dame prend H3, il y a tour H2 qui récupère la dame et qui transpose dans une finale de pions avec 2 pions de plus, donc complètement gagnante. Donc et la partie, c'est dame prend H6, mais après dame F5 échec, en fait, les noirs n'ont pas de bons coups. Sur dame G6, on échange les dames et on gagne la finale de tour. Sur roi, sur la 8e rangée, tour D8 fait mat. Tout simplement. Et sur G6, il y a dame prend F7 qui met fin à la partie, puisque sur roi sur la 8e, il y a tour D8, et sur dame G7, on va échanger les dames et gagner la finale de tour avec 3 pions de plus cette fois. Donc, il a préféré jeter l'éponge et abandonner. Ce qui se comprend. Donc, en résumé, lorsqu'on a les blancs et qu'on affronte une sicilienne avec la structure Boleslavski, donc je vous remets à l'écran ce qu'est la structure Boleslavski. On va prendre cette position là par exemple. C'est le fait d'avoir un pion en D6 et un pion en E5 pour les noirs,
et d'abandonner le contrôle de la case D5. C'est vrai que quand on le dit comme ça, on peut penser que les noirs se sont tirés une balle dans le pied, mais vous avez vu dans les vidéos précédentes, on a tout un tas d'armes aussi offensives avec les noirs. Donc quelle est la stratégie avec les blancs dans ce type de structure? On doit d'abord gagner le combat pour la case D5. Par quoi ça passe? Par premièrement l'échange des fous de case blanche lorsque c'est possible, et l'échange des cavaliers adverses. Pourquoi? Parce que ce sont ces trois pièces-là, le cavalier B8, le fou C8 et le cavalier F6, qui peuvent un jour ou l'autre contrôler la case D5. Ce qu'on veut, c'est laisser à notre adversaire le très mauvais fou sur F8. On échange tout le reste et on va gagner le combat pour la case D5. Une fois que cette case D5 est gagnée, on va, par ordre de préférence, essayer d'y installer un cavalier ou un fou, notamment s'il y a les fous de couleur opposée, ou une pièce lourde s'il n'y a plus de pièces légères. Et quelle que soit la pièce qui va occuper cette case en D5, on va maîtriser totalement le centre et grâce à ça, obtenir des perspectives d'attaque à l'aile roi, des perspectives d'attaque à l'aile dame. Et vous avez bien compris qu'à une certaine époque, lorsque les adversaires étaient moins forts en défense, on pouvait passer en force sur l'aile qui nous plaisait le plus. Aujourd'hui, avec la progression du point de vue de la défense, il faut avoir à l'œil, c'est le point commun de tous les exemples qu'on a vus après l'exemple de Smyslov et celui de Fischer, on a vu que dans chacune des parties, les grands maîtres avaient attaqué et à l'aile roi et à l'aile dame. Donc le gain de la bataille pour la case D5 nous oblige ensuite à attaquer des deux côtés. Romu, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, tu as été parfait comme à ton habitude. Merci, tu as bien résumé tout ce que l'on a vu et ce qu'il fallait faire exactement dans cette structure. On espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à nous faire des retours de vos expériences personnelles. Peut-être vous avez joué des parties qui rentrent dans ce thème et que peut-être vous voudriez nous soumettre ou juste nous poser des questions pour savoir ce qu'il en est. N'hésitez pas, commentez les vidéos, likez-les, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à très vite pour d'autres vidéos, notamment sur la sicilienne et bien sûr sur tous les autres sujets que l'on traite habituellement. Au revoir. À bientôt.